Alors bonjour Madame Pina, merci d'avoir accepté de venir témoigner ou parler sur la chaîne. J'ai voulu vous recevoir en fait parce que vous avez des analyses au niveau de la politique française qui sont très intéressantes, je trouve. Est-ce que vous pourriez déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous présenter? Bonjour Madame Pina. Alors, il paraît que Connais-toi toi-même, c'est le programme de toute une vie. Donc, je vais plutôt vous faire un emballage extérieur pour vous expliquer peut-être pourquoi je m'intéresse autant à la politique et pourquoi parfois mes analyses, en fait, peuvent avoir ceci d'intéressant que souvent je les ai nourries de l'expérience, tout simplement. Mais j'utilise aussi beaucoup les apports de la science politique et tous les gens bien plus intelligents que moi qui ont phosphoré sur tous les problèmes de démocratie, de lien social, etc., etc. Mais je suis donc une ancienne élue socialiste. J'ai été adjointe au maire, notamment à Joué-le-Moutier, et j'ai été aussi conseillère régionale. Et j'ai participé, c'est-à-dire j'ai moi-même utilisé, enfin, en tout cas dans mon rôle de militant, vu le clientélisme se développer, vu la façon dont au lieu de chercher l'intérêt général, on essayait de chercher des électorats et d'agglomérer des électorats pour passer. J'ai vu cette lente dégradation de la politique, j'y ai participé aussi en son temps. Et puis, à un moment donné, quand ça a abouti à passer des accords avec des islamistes, qui tenait des discours qui étaient antisémites, anti-démocratie, sexistes, anti-homosexuels, etc. Et que j'ai vu la place qui leur était faite à gauche. Je crois qu'à ce moment-là, la dissonance cognitive a tout emporté. J'ai donc rompu avec mon parti, dit un petit peu ce que je voyais se dérouler sous mes yeux. Et malheureusement, l'avenir m'a donné raison sur la montée de l'islamisme, sur la montée du clientélisme, sur le déclin de la gauche, sur l'oubli de tout ce qui était, j'allais dire, son ADN économique et social. Et voilà, je me suis retrouvée finalement en lanceuse d'alerte, ce qui est une identité pas évidente à maîtriser parce que vous savez pas exactement ce que vous êtes. Et voilà, aujourd'hui, plutôt analyste politique et avec le grand regret d'avoir l'impression d'être suspendue à une sonnette d'alarme dans un endroit où il n'y a que des sourds parce que les problèmes sont récurrents et rien ne semble réellement avancer. D'accord. Alors vous nous avez dit justement que vous avez quitté le Parti Le socialiste. portrait en pessimiste. Ouais, mais on va essayer de faire un état des lieux et de finir l'entretien de manière positive et optimiste. Donc vous nous avez dit oui que vous avez quitté le Parti socialiste. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu la période pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes ces choses-là, savoir un petit peu à quel moment vous avez perçu qu'il y avait peut-être une alliance entre une certaine partie de la gauche et les islamistes, et puis peut-être aussi comment ça se matérialisait concrètement. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette alarme où là vous avez dit non mais là je peux plus suivre en fait. En fait, c'est clairement le massacre de Charlie Hebdo. Hmm. C'est Charlie. Charlie qui a été en fait pour beaucoup le moment de la prise de conscience. Mais entre le moment où vous prenez conscience de quelque chose et le moment où vous mettez votre vie quelque part en règle par rapport à votre conscience, il peut se passer du temps. C'est pas aussi évident. On régit pas, on peut pas tout faire d'un claquement de doigts. Bien En sûr. tout cas, on est en 2015. Charlie vient de se passer et ce qui me gênait depuis très longtemps devient, là, c'est plus de la gêne. C'est-à-dire, vous vous demandez finalement à quoi vous participez parce que ce à quoi j'ai assisté, c'est le retour du meurtre politique dans le pays. Autrement dit, quelqu'un n'a pas les mêmes idées que moi, je le tue. C'est exactement l'antidémocratie, puisque la base de la démocratie, c'est l'idée que l'alternance au pouvoir ne passe pas par le meurtre, par la violence ou par la guerre. Ça peut se faire dans la paix et dans l'acceptation. Et c'est cette idée-là qui s'effondre tout d'un coup. Et pour moi qui suis à gauche, l'assassinat politique, c'est pas possible. Et je crois même que c'est dans l'ADN de la gauche. La suite de l'histoire va me montrer que peut-être la vision que moi j'avais de la gauche manquait peut-être un peu de nourriture de sciences politiques pour le coup. Elle était beaucoup plus
enfantine, mythifiée, dirions-nous, qu'appuyée sur une vraie connaissance de ce qu'ont été les positionnements politiques de la gauche, qui s'est quand même souvent trompée dans son rapport au totalitarisme notamment, et je le dis d'une façon très gentille. En tout cas, là, tout ça commence à me remonter au visage, mais j'ai encore des intérêts, je travaille. À l'époque, pour des gens importants au Parti socialiste, je suis élue et je suis membre de la fédération. Bref, la prise de conscience me demande d'abandonner peut-être pas mal de positions, à la fois de pouvoir, d'avantages, et puis aussi de positions professionnelles. Donc, le choc vient, mais pendant un temps, vous êtes juste mal, mal à l'aise, mal dans votre vie, le cul entre deux chaises, etc. Et puis, à la fin de l'année, donc l'assassinat de Charlie, c'est en janvier, et à l'époque, on est en novembre 2000. Oui, avant, non, c'est avant. On est en septembre 2015, on est avant, en fait, c'est entre Charlie et le Bataclan, finalement. Et à ce moment-là, se passe un salon de la femme musulmane. Sauf que ce salon, c'est pas du tout un salon de la femme musulmane, c'est un salon de la femme islamiste, et dans lequel vous allez retrouver à l'époque Baraka City, en fait tout le gratin des frères musulmans est dans ce salon. Et sur des affiches 4 par 3 sont présentés le nom euh, des gens qui viennent prêcher, des prêcheurs que je ne connais pas. Et donc, je décide de taper leur nom sur Internet. Et coup de bol, une partie prêche en français. Parce que vous avez des gens qui prêchent en arabe, langue que je ne maîtrise pas, donc ils peuvent dire absolument n'importe quoi. Si on ne me le traduit pas, moi, je ne sais pas comprendre. Mais là, il se trouve que notamment, je crois, Abou Nader Hamas ou des gens comme ça sont des gens qui parlent français. Et là, j'entends des choses que je n'aurais jamais cru entendre en France au XXIe siècle, et même au XXe siècle qui est le mien. Sincèrement, je tombe de l'armoire en me disant, mais comment ces gens peuvent-ils dire, parce que c'est pas des opinions, il y a des appels au meurtre, il y a des appels à la violence, il y a de l'antisémitisme, il y a l'appel à violer les femmes qui vous résistent, des trucs absolument hallucinants. Et donc à ce moment-là, je fais un communiqué de presse sanglant parce que moi je dis les choses. Donc effectivement, dans le communiqué de presse, je donne des extraits de ce que j'ai entendu et en disant, mais enfin, comment est-ce qu'on peut laisser se dérouler une manifestation pareille? Et puis, je téléphone à tous mes collègues élus. Et là, on me dit, non, mais tu comprends, c'est compliqué. Et puis, c'est raciste. Et puis, d'ailleurs, tu serais pas un peu raciste? Donc, je tombe un peu de l'armoire. Enfin, pas si haut que ça, finalement, parce que je connais mes collègues, j'aurais pu m'y attendre. Mais parfois, on peut être très naïf. Puis, dans les moments où on est déstabilisé, on est soit hystérique, soit bébête. On a du mal à trouver le bon équilibre. Et je suis probablement dans ce moment-là. Donc je suis outrée, choquée, etc. Et à ce moment-là, il y a des journalistes du Figaro qui appellent parce qu'ils ont vu ce communiqué de presse. Enfin, reprendre la parole d'une fille qui est connue de sa mère et de son chien et qui est conseillère régionale. Franchement, en région parisienne, conseillère régionale, c'est rien. Il y en a 10 000, tout le monde s'en moque. Donc en fait, ils veulent un élu de poids, un gros maire, un député, un sénateur. Et là, je leur dis, super, je vous donne tous les numéros, je les ai. Mais s'il y en a un qui parle, vous m'appelez parce que si jamais il y a une paire de couilles dans mon entourage, je veux savoir qui c'est. Parce que franchement, j'en ai pas vu beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes en politique. Niveau paire de couilles, en revanche, on les cherche énormément. Et le gars me rappelle 2 heures ou 2 heures et demie après en disant, en fait, personne veut parler à part vous. Et bien du coup, on vous donne une interview et racontez-nous ce qui se passe. Et pour expliquer ce qui se passe, je leur raconte comment le clientélisme fonctionne et surtout pourquoi le clientélisme fonctionne. Comment il fonctionne, c'est pas très compliqué. J'allais dire, on a tous essayé de capter la bienveillance ou de servir nos intérêts en passant par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Tout simplement parce que la démocratie est en déshérence. Dans les endroits où le clientélisme est puissant, c'est des endroits où les gens ne votent plus. Vous regardez par exemple à Stein. Stein, c'est la première ville qui a basculé en fait aux mains d'un islamo-gauchiste et pas stricto sensu islamiste. Il est juste sur la voie pour le devenir. En tout cas, il est entouré, lui, d'islamistes. Mais quand vous regardez la manière dont ça se passe, ou quand vous regardez par exemple la candidature du leader du CCIF,
qui va faire des scores très importants à Garges-les-Gonesse. Il réussit à être au deuxième tour en ayant rassemblé simplement 2000 voix, un peu plus de 2000 voix sur sa personne. Et Mm. les différentiels, on est là sur des villes qui ont moins de 20 000 habitants. Les différentiels de voix entre celui qui est élu et celui qui n'est pas élu, ils se jouent entre 200 et 700 voix. Autrement dit, vous faites basculer 350 voix d'un côté ou de l'autre, vous changez le résultat de l'élection. 350 voix, c'est pas grand-chose. Encore faut-il avoir les gens qui vous les amènent. Si vous êtes quelqu'un qui se bat politiquement, bah vous faites du porte-à-porte, vous allez les chercher, vous ramez, vous dépensez, vous mouillez la chemise. Mais il y a plus facile, vous passez accord avec un leader communautaire. Pourquoi? Parce que le grand avantage du leader communautaire, c'est qu'il se fout éperdument de votre programme. La Mm. seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il dit pour lui et pour sa communauté éventuellement. Et là-dessus, il a très vite compris ce qu'il pouvait obtenir du politique. Moi, à mon époque, c'était la construction de mosquées sur des terrains que la municipalité achetait et mettait à disposition. On appelle ça des bails amphithéotiques. D'ici à 99 ans, ça va être un régal d'aller récupérer le foncier sur lequel on a construit un établissement qui est un établissement sacré. Donc dans lequel le rapport que les gens entretiennent avec cet espace n'est plus un rapport normal. Vous n'êtes plus dans un espace, vous abattez un gymnase pour créer, j'en sais rien, un square. Peut-être des sportifs vont râler, mais enfin, dans l'absolu, vous n'attentez pas à quelque chose qui peut être vu comme existentiel pour eux. Quand vous touchez au sacré, la réaction des êtres humains peut être extrêmement violente. Donc on se prépare, sauf si on sait tout, mais sinon on se prépare à des tensions énormes. Mais je referme la parenthèse. En l'occurrence, ce qui était demandé, c'était ça. C'était, en fait, comme le font les frères musulmans, la possibilité d'intervenir dans les quartiers. Comme ils ont bien compris comment fonctionnait la gauche à l'époque, moi j'étais de gauche, c'est vous demander, vous expliquer que vous allez faire des choses pour la réussite scolaire. Tout comme vous expliquer que pour ne pas euh, déconnecter les enfants de leurs origines, il est bon qu'ils apprennent l'arabe. En fait, c'est des cours de Coran, et ainsi de suite. Et donc, je démonte toute cette mécanique, j'explique comment ça se passe, j'explique qu'en fait, c'est assez facile. Et j'explique que dans ces cas-là, tout le monde se fout de l'accord politique, il n'y a pas de programme commun. C'est pour ça que c'est d'ailleurs si facile. C'est juste des découpages territoriaux. Ouais, effectivement. À ce moment-là, ça va faire beaucoup de bruit. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, moi, pour aller dans votre sens, dans les années 90, j'étais à l'autre bout de la chaîne. C'est vrai que dans les années 90, moi, j'étais dans ces quartiers qu'on livrait aux islamistes et je suis devenu musulman à cette époque et j'ai failli partir en Bosnie-Herzégovine à cette époque, justement, parce que victime de ces politiques-là, victime de ce clientélisme-là. Donc voilà, c'est pour Mais aller comme dans votre sens. David Vallat le raconte, Comme parce que David Lava, ouais, que je a connais bien, fait, enfin, que je connaissais. voilà, vous finalement, vous n'avez pas franchi le pas, lui l'a fait, et avoir perdu David est une perte immense, On parce que pense à lui. Ouais, ah oui, cet homme avait une finesse et il comprenait, en fait, vous, vous entendez la musique, lui, il entend les sous-titres. ouais. Et il voit presque le compositeur écrire. Moi, c'est un homme que je regrette immensément. Complètement. Et d'ailleurs, je mettrai un lien vers son livre que j'avais chroniqué à l'époque, Terreur de jeunesse, qui était un Mhm. livre vraiment très éclairant. Oui, donc effectivement, le clientélisme, effectivement, moi d'ailleurs, comme je disais, je l'ai reproché ça à la République parce que moi je suis un enfant de foyer, peu importe mon cas, mais pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont livrés sur un plateau aux islamistes, c'est-à-dire que je sais pas, dans les années peut-être dans les années 50-60, vous étiez un peu perdu comme moi, vous deveniez communiste. Aujourd'hui, vous devenez Oui, islamiste et c'est beaucoup plus dangereux. Et en plus, on est beaucoup moins instruit. et c'est la même démarche, d'ailleurs, c'est intéressant que vous rappeliez que vous venez d'un foyer, parce que la logique islamiste, comme la logique communiste, c'est en fait de proposer une famille. C'est Quand ça. vous les intégrez, vous n'en sortez pas, c'est-à-dire que vous êtes censé vous marier, vous trouvez des frères de substitution, des pères de substitution, des mères de substitution, on oublie le rôle des femmes. Ce sont des milieux chaleureux à Complètement. partir du moment où vous vous pliez.
à ceux qu'on vous demande. Au point d'ailleurs que lorsqu'on vous en expulse, moi j'ai connu ça. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de sortir d'un engagement? Parce que très souvent, c'est aussi votre entourage. Et le jour où vous sortez de cet engagement ou de cette emprise, vous devez rompre avec des êtres humains avec qui vous avez tissé des liens, qui sont quasiment devenus une famille. Et vous vous sentez orphelin, rejeté. Et puis vous vous posez des questions, est-ce que j'ai raison? Parce qu'entre-temps, on va vous dire, mais si tu ne nous abandonnes pas, nous, on te réaccueille. Et il faut subir cette période où on est seul, où on est mal, où heureusement, il y en a une autre meilleure qui arrive derrière, et on est tenté de revenir. Et je pense que, vu l'engagement et votre histoire, ça, vous avez dû le vivre. Oui, complètement, je l'ai vécu et puis je pense à tous ceux qui voilà qui témoignent sur cette chaîne ou bien qui m'appellent, qui le vivent parce que moi j'ai eu la chance d'être en foyer, on va dire la chance entre guillemets, c'est que c'était pas ma famille avec qui je devais couper. Certes, c'était ma famille de substitution, mais il y en a qui doivent couper avec Oui, en vraie leur famille. famille, voilà leur vraie famille avec les liens du sang et c'est peut-être encore un niveau supplémentaire de complexité. Vous avez parlé tout à l'heure de construction de mosquées, voilà, qui sont négociées avec les maires. Alors on sait qu'en France, on n'a pas le droit de faire financer des lieux de culte, et pourtant, on arrive à faire financer des constructions de mosquées. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous pouvez nous expliquer? Oui, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le bail amphithéotique. Donc, un bail amphithéotique, vous offrez le foncier pour un projet et ensuite, ce qui est bâti dessus vous revient, en tout cas, le foncier doit vous revenir au bout de 90 ans, 99 ans, puis souvent, ce qui est bâti dessus, en tout cas, a un statut assez ambigu. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Mais vous avez mieux. On ne peut pas financer un bâtiment cultuel. En revanche, on peut tout à fait financer un bâtiment culturel. Donc la subtilité, c'est vous présenter un projet de mosquée à l'intérieur duquel vous avez une partie culturelle et vous faites financer une partie de votre mosquée par ce biais-là. Sauf que ce qui est très drôle, j'invite les gens à relire Les Rougon-Macquart et la conquête de Plassans notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un moment où pour reprendre le pouvoir, les personnages décident de s'intéresser à la jeunesse et comment est-ce qu'ils veulent capter la jeunesse en multipliant les activités autour des paroisses. Parce qu'à l'époque, on est dans une société qui est très chrétienne, et donc capter la jeunesse, ça se fait au pied des églises et ça se fait en lien avec l'église. Et on est exactement dans cette même logique de pouvoir et d'attraction de la jeunesse. Et à l'intérieur des mosquées, vous avez toujours des parties culturelles, comme à l'époque, vous en aviez dans les paroisses. Il y a des bibliothèques, sauf qu'elles sont parfaites. Leur activité est parfaitement orienté. Vous allez trouver un certain type d'ouvrage. Quand on vous parle, par exemple, de cours d'arabe à l'intérieur de la mosquée, ce ne sont pas des cours d'arabe, ce sont des récitations du Coran et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas faire financer un cours de Coran. En revanche, un cours d'arabe pour que les enfants ne se coupent pas de leurs origines, mais qui aurait à cœur de refuser une subvention? Et ainsi de suite. Après, vous avez aussi toutes les manipulations. Moi, je me souviens, le foot en salle. Le cas du foot en salle est très intéressant parce qu'on va vous demander du coup le vendredi ou le samedi, une fois que les gens ont arrêté les cours, est-ce qu'on peut se servir du gymnase pour faire du foot en salle, etc. Sauf que ce sont des associations communautaristes et que le jour où vous venez vérifier ce qui se passe, eh bien de façon étonnante, il y a des gens qui jouent. Et puis il y a des gens à l'endroit où on met les tapis, qui sont là, qui discutent. C'est très convivial. D'ailleurs, si vous arrivez, on va vous filer un peu de thé et puis vous ne saurez pas exactement ce qui se passe là derrière. Mais en tout cas, vous voyez très clairement un lieu qui est investi avec une façade et une arrière-boutique. La question, c'est qu'aujourd'hui, là où les frères musulmans sont très forts, c'est qu'ils gèrent très bien le côté façade arrière-boutique. Et ensuite, en fonction des liens qu'ils créent avec vous, ils vous laissent rentrer à l'intérieur de la boutique de plus en plus profondément. Et chaque pas que vous faites vers l'arrière-boutique est un pas de radicalisation. Parce qu'ils ne vous ouvriront l'arrière-boutique que s'ils savent que déjà, finalement, vous avez déjà un pied à l'intérieur. Complètement. C'est très intéressant, effectivement.
Je voulais revenir sur un sujet dont vous avez parlé, c'est le clientélisme. Le clientélisme, c'est finalement enfin, concéder des choses à un groupement d'individus, là en l'occurrence sur un regroupement religieux. Mais en fait, n'est-ce pas le propre des démocraties, en fait, de justement, eh bien, de voir concéder des choses aux citoyens qui se rassemblent en communauté et qui réclament des choses. Quelle est la différence? En fait, c'est ça ma question. Quelle est la différence entre le clientélisme et finalement le mouvement démocrate? Alors, disons que du clientélisme, il y en a toujours eu, même en démocratie. La différence, la vraie différence, elle n'est pas dans le fait clientéliste. Elle est d'abord quand le fait clientéliste emporte tout. C'est-à-dire que quand vous entendez les discours, par exemple, d'un Jaurès, il faut aller, je suis désolée, chez les vieux, mais d'un Clémenceau, d'un De Gaulle, ils ont une vision de la France, ils ont une vision de l'intérêt général, ils pensent qu'il y a un chemin qui est meilleur pour leur pays qu'un autre. Ensuite, à l'intérieur, quand ils vont administrer des villes, etc., oui, ça s'est toujours fait. Vous essayez d'être bien avec le mec qui tient le club de foot, par exemple, parce que tous les gamins presque vont au foot, donc tous les parents, au bout d'un moment, finissent par y passer. Donc oui, vous avez bien sûr des liens avec ce qu'on va appeler des groupes constitués. Mais ce sont des groupes constitués, j'allais dire, qui ne sont pas identitaires. Autrement dit, le gars qui fait du foot, c'est pas un footeux qui veut changer la France en fonction de l'idéologie du foot. Non, ça ne va pas jusque-là. Ouais. Le problème, c'est quand derrière le groupe constitué, il y a une idéologie qui réclame une prise de pouvoir et un changement de société. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire la vraie différence, c'est que chez les islamistes, frères musulmans notamment, vous avez une volonté de conquête et une volonté de prise de pouvoir. Et cette prise de pouvoir, elle se fait d'une façon ethnique. Il n'y a pas de logique d'égalité chez les frères musulmans. Pour eux, le monde est hiérarchique. Il y a au sommet les musulmans et encore eux-mêmes font le tri parce qu'il y a des musulmans qui sont pas assez musulmans à leurs yeux. Enfin bon, une fois que vous avez, après en dessous, vous avez encore les gens qui sont croyants, encore en dessous les gens qui croient en rien. Les femmes, vous savez pas trop où ça se situe entre l'être humain et l'animal. Bref, on est dans une société qui ne connaît pas l'égalité en droit. Elle ne peut pas connaître l'égalité civique parce que d'abord, elle ne reconnaît pas l'existence civique d'un certain nombre de personnes. Le dhimmi, l'infériorisé, c'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance de ses droits. Il faut dire clairement que un dhimmi face à un musulman n'a aucun droit. Donc vous êtes vraiment dans des cultures qui ont un rapport à la loi, à la citoyenneté qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Et donc, vous êtes sur des groupes constitués dont la logique est de tuer ce que vous êtes. Parce que si la France est une démocratie, c'est lié à son histoire. Si aujourd'hui elle est une république, c'est lié à son histoire. Si elle a choisi la laïcité, c'est lié à son histoire. Et si on a mis autant de temps à accorder l'égalité aux femmes, c'est aussi lié à notre histoire. Donc, euh, toutes ces questions-là, nous sommes j'allais dire une société constituée, une société politique constituée, et finalement, les bases de notre société politique, elles sont belles. Je dis pas qu'elles sont parfaites, bien entendu, dans la réalisation, il y a des tas de ratés, mais ça, c'est humain. Ouais. Mais en revanche, le fait de baser une société sur l'égalité en droit, sur les libertés fondamentales, sur la liberté de croire, de ne pas croire ou de renier sa croyance, voilà, on a le droit de changer d'avis. Tout ce qui constitue les bases de notre société sont des choses qui sont très belles, qui sont très saines et qui sont très difficiles, qui demandent un effort immense à l'âme humaine et à l'être humain, parce que justement, il doit sortir de la logique de sentimentalité, de violence, d'hystérie, pour entrer dans la rationalité, dans la rencontre de l'autre et dans la quête de l'intérêt général, qui est aussi une construction. Mais c'est une construction qui demande à ce qu'en fait on se soucie de l'autre. Quand le rapport au pouvoir dans d'autres sociétés, c'est le rapport à l'abus de pouvoir. Le puissant, c'est celui qui peut abuser sans qu'on lui en dise rien. Dans d'autres sociétés, le puissant, c'est celui qui se maîtrise lui-même et qui est capable de trouver l'intérêt général au lieu de servir son intérêt particulier. Ces deux représentations de la puissance, elles ne sont pas compatibles, elles donnent des sociétés complètement différentes. Et la société occidentale est basée sur la deuxième conception de la puissance, celle de la maîtrise. Les sociétés orientales sont basées beaucoup sur la notion d'abus, d'autorité
Et d'ailleurs, ça se voit parce que, euh, alors qu'ici on hurle au patriarcat, il n'y en a aucun de patriarcat. C'est à mourir de rire d'entendre ça. En revanche, les sociétés vraiment patriarcales, elles sont des sociétés hyper violentes, pas seulement pour les femmes. Pour les femmes, on a bien compris en fait à quel point c'était compliqué. Mais elles sont violentes aussi pour les hommes parce que vous êtes astreint à une virilité que vous ne pouvez pas réaliser. Autrement dit, le seul, en fait, qui est entier, qui est un homme entier, c'est le patriarche. Et pour survivre, il doit émasculer tous les gens qui sont en dessous de lui. Mais dans le même temps, la société intime à l'autre, à l'homme d'être hyper viril. Donc comment est-ce qu'il peut trouver sa virilité puisqu'il est castré par le patriarche? Eh bien, dans son rapport aux femmes et dans l'oppression de la femme. Et donc, ça donne des sociétés assez malades, dans le fond, et dans lesquelles personne n'y trouve son compte, parce que même si les hommes ont l'air d'y trouver leur compte, je pense qu'en fait, si on creuse, c'est beaucoup plus violent qu'on ne le croit, même si quand même les femmes payent l'essentiel de la note. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait qu'on passe du clientélisme à la violence politique. Le clientélisme n'induit pas forcément de violence politique. En revanche, quand vous faites du clientélisme avec des gens qui ont l'intention de vous éliminer politiquement, ou voire pour les plus fous physiquement, à ce moment-là, eh bien, je suis désolée, le clientélisme, ça devient de la trahison, ça devient la porte ouverte à l'ingérence étrangère. On l'a connu, parce qu'il faut se rappeler ce que sont les communistes à la sortie de la guerre. Quand on dit qu'ils allaient prendre leurs ordres à Moscou, c'était vrai. Donc là, pour le coup, et à l'époque, je rappelle quand même qu'ils sont autour de 25%. Voilà, le poids du Parti communiste, c'est pas n'importe quoi et c'est pas rien. Donc on a déjà connu ces situations. Sauf que là, c'est encore renforcé avec la différence de peuplement. C'est-à-dire que dans le cas du Parti communiste, on était encore sur un peuple qui était homogène. Vous aviez une grosse classe moyenne et voilà, les écarts d'instruction, de représentation, de vision du monde existaient, mais ils n'étaient pas à ce point-là éloignés. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus clivées parce que la classe moyenne est en train de disparaître. On retrouve des très riches, des très pauvres. On retrouve des disparités en matière d'éducation extrêmement importantes. Vous prenez le réfugié afghan et l'enfant qui rentre à Henri IV aujourd'hui. Je crois qu'on n'est absolument pas dans le même monde et je ne sais pas s'ils ont même encore des points communs. Les écarts n'étaient pas aussi importants dans les années 60. Et puis surtout, derrière l'objectif de conquête, vous avez aujourd'hui des États qui sont prêts à financer ces déstabilisations parce qu'ils connaissent le peuple auquel ils s'adressent. Là où les communistes s'adressaient quand même avant tout à des Français. Ouais. Là, vous avez des gens qui vivent dans un pays dont ils portent la nationalité, mais dont ils n'adhèrent à aucune valeur. Et cette armée de réserve-là, elle est potentiellement dangereuse et elle est en train de grandir, de grossir. On s'en rend compte dans les études et dans les sondages. Il y a un différentiel entre les Français pris dans leur globalité et à Ouais. chaque fois on fait des études sur les musulmans. Et même quand on compare aux autres croyants, juifs ou chrétiens, les écarts sont énormes, surtout avec les musulmans. Ce qui n'est pas étonnant, c'est parce qu'ils sont travaillés politiquement par les islamistes. Quand vous travaillez politiquement une population, vous obtenez des résultats. En effet. Je voulais insister sur l'importance de ce que vous avez dit, du fait que notre société est appuyée sur une histoire, sur des concepts qui sont valeureux, qui sont beaux, et c'est très important. Et je pense qu'il faut jamais cesser de le répéter, parce que moi, encore une fois, j'y reviens parce que c'est moi que je connais le mieux. C'est pas pour parce que je suis auto-centré, mais ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est que moi, je suis sorti de C'est l'islam Montaigne, hein? grâce à Montaigne. Spinoza. Voilà. Et Spinoza m'a aidé à sortir de tout cela. Et finalement, après, je suis parti à la conquête et à la découverte de ma civilisation. Et j'ai découvert une civilisation magnifique. Mais le problème, c'est qu'on me l'a pas appris à l'école, ça. On me l'a pas appris au foyer. Si j'avais pas été faire la démarche moi-même,
Personne me l'aurait montré ça en fait. Et comme on est en plus dans une période d'autoflagellation, c'est compliqué. Donc je voulais vraiment insister là-dessus. C'est important que les gens aillent voir en fait pourquoi la civilisation occidentale est telle qu'elle est, pourquoi la civilisation française et la nation française est telle qu'elle est, parce que vous allez découvrir des choses magnifiques. Mais bravo en tout cas parce que y arriver par le biais de Spinoza, Spinoza est lumineux, c'est brillantissime ce qu'il fait, mais c'est quand même à un degré de difficulté en termes de lecture et de concept. Ouais, je trouve ça bravo parce que c'est pas forcément, c'est à la fois l'auteur le meilleur pour cette démarche-là, mais c'est franchement pas le plus évident. Donc C'est vrai. la référence est très belle. Et puis, je voulais du coup vous poser une question que j'avais prévue plus tard, mais vous m'y avez fait penser plusieurs fois par votre dernière intervention en nous parlant d'ingérence, de conquête. J'ai noté les mots que vous avez utilisés, et puis vous avez parlé de culture, en fait, qui est en frottement avec notre culture à nous. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse que j'ai moi-même adoptée depuis déjà un bon moment? C'est l'analyse civilisationnelle. Finalement, on a des gens qui sont porteurs d'une civilisation différente, qui viennent sur notre sol cons- contester la civilisation historique française, en fait. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas envie d'adopter ce logiciel et cette manière d'envisager les choses parce que ce serait raciste, parce que Huntington et son choc des civilisations, etc., etc. Mais pourtant, quand on adopte, il me semble, en fait, cette grille de lecture, il me semble que tout devient clair. Je vous donne un exemple. On parlait récemment de l'abaya, et l'abaya n'est pas un vêtement religieux stricto sensu. C'est pas. Mais si on envisage les choses d'une manière civilisationnelle, on comprend l'abaya, on comprend le camis, on comprend ces choses-là qui sont pas véritablement. Donc, en gros, ma question, c'est finalement, est-ce qu'à cause d'une immigration incontrôlée et du coup d'une explosion démographique de gens qui viennent de l'ère civilisationnelle islamique, est-ce qu'on n'est pas en face d'une civilisation qui vient en contester une autre sur son propre sol, en fait? Je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé là et votre analyse civilisationnelle me paraît tout à fait juste, sincèrement. Mais je crois que ça aurait pu se passer autrement. C'est-à-dire que, au départ, quand vous avez la première immigration qui arrive, c'est une immigration de travail. Les gens n'ont pas forcément l'intention de s'installer. Ils sont comme tout le monde, ils cherchent des moyens de vivre ou des moyens d'échapper à un certain nombre de difficultés. Ils n'ont pas d'idéologie particulière. Et en plus, à l'époque, ils arrivent dans une société où il y a du travail. Moi, je me rappelle, les premières intégrations d'immigrés, elles se font très souvent par le biais des syndicats et par le biais des associations autour des syndicats. Je pense par exemple aux Francs et Franches Camarades, à tout ce qui se développait, notamment quand vous étiez dans le secteur minier ou dans le secteur de l'automobile. Et en fait, par le biais du syndicalisme, les gens accédaient à la conscience politique. Leurs gamins étaient mélangés, ils participaient à un certain nombre d'activités via l'éducation populaire. Et l'éducation populaire transmettait aussi un certain nombre de valeurs. Et donc, moi, je me souviens de grandir dans les années 80. Aujourd'hui, mes gamins, ils savent ce que halal, haram veut dire. Ils ponctuent vous savez, leurs paroles de Bismillah, enfin de trucs de genre. Des fois, je Ouais, suis chez comme compagnie, ouais. voilà, wesh, etc. Bon, bref. Moi, j'étais dans un endroit très mélangé. Et nous, ce qu'on savait, c'est que, en gros, nos potes musulmans, ils mangeaient pas de cochon. Point. Et nos connaissances s'arrêtaient là, et encore, pas tous. Sur l'alcool, on n'était pas au courant parce qu'on se murgeait dans les mêmes endroits. Donc bon, à la fin. Mais bref, il n'y avait pas du tout. Et en fait, ça commence à monter quand les frères musulmans arrivent en France. C'est-à-dire que vous avez quand même, quand je vous disais, c'est une population qui a été travaillée, à un moment donné, oui, vous avez des objectifs politiques, mais ce sont des gens extérieurs qui arrivent en France pour réislamiser une population qui est en fait en train de s'intégrer. Parce que les jeunes filles, moi je me souviens des gamines qui étaient avec moi à l'école, ce qu'elles voulaient c'était une vie d'occidentale. Elles voulaient choisir leur mec, baiser hors mariage si c'était possible, faire des études, gagner leur vie. Elles voulaient la même chose que moi.
l'indépendance, voilà, la force, etc. Et j'ai ces souvenirs-là. Donc, on aurait très bien pu, l'histoire aurait pu s'écrire autrement. Mais vous avez à la fois l'arrivée des frères musulmans, la volonté de réislamisation, et dans le même temps, à partir des années 80, quand la gauche accède au pouvoir, et je suis désolée d'avoir à le dire parce que c'est aussi une balle que je tire dans mon propre pied, mais moi je me souviens des discours qu'on allait tenir dans les banlieues. Et ces discours, c'était de dire, les gens en France, ils sont racistes, vous ne trouverez pas votre place ici. Alors adhérez au Parti socialiste, vous verrez, on va les discipliner, tous ces racistes. Voilà le discours qu'on tenait à des gamins de banlieue et on était des ordures. Pourquoi? Parce que ce discours, il nous servait à nous. Il leur servait pas à eux. Le discours qu'on aurait dû tenir, c'est oui, c'est peut-être plus difficile pour vous. Bien sûr, quand on vient de l'étranger, quand les parents ne sont pas français, c'est plus compliqué. On est tiraillé. Il y a des conflits de loyauté. Ok, mais justement, vous allez vous battre 2 fois plus que les autres. Vous allez vous battre 2 fois plus à l'école. Et vous allez leur montrer à tous qu'on peut avoir un avenir ici et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez ce potentiel-là. Au lieu de leur dire aide-toi, parce que le ciel qui doit t'aider, en fait, le ciel ne compte pas sur lui, mais tu peux compter sur la République, peux compter sur les études gratuites, sur les bourses, sur les HLM, sur tout ça pour t'aider à réussir. Au lieu de leur dire ça, on leur disait, vous ne trouverez pas votre place dans un État raciste. Et c'était le discours du Parti socialiste. Je l'ai servi élection après élection. Et ça, et aujourd'hui, là où j'en veux à la gauche, c'est qu'elle continue à envoyer des gamins dans le mur, parce que tous ces gosses de banlieue à qui on est en train d'expliquer qu'à part la Palestine, il n'y a rien qui va, et qui sont dans une société de salauds, de monstres, de quasi-nazis, de soutien de génocidaires, vous croyez vraiment que ces gamins-là, ils vont s'en sortir? Non, en fait, ils vont faire la carrière de Rima Hassan, c'est tout. Vous savez, on dit c'est les cadavres qui bouchent les fossés qui permettent aux autres de traverser à sec. Eh bien, c'est ça le rôle qu'on leur fait jouer. Et moi, ce qui me rend malade, c'est que vous avez toute une frange de la gauche qui passe son temps à m'accuser d'être raciste, d'être une horrible personne. Et pendant ce temps, eux envoient des tas de gamins dans l'impasse parce que quand le môme il va se rendre compte à 26, 27 ans qu'on s'est bien moqué de lui, ça sera trop tard. Il n'y aura pas de plan B. C'est clair. Et c'était également aussi, pour la petite histoire, mon cas. Malgré que je sois français, moi, et né ici, la gauche, elle m'a montré dans ses yeux la défaite, mais la défaite t'inquiète pas. Tu vas tout foirer, mais on va tout te pardonner. Parce qu'on est tellement bon, et toi, t'es tellement dans la misère, t'es tellement un miséreux. Rien que le fait d'avoir un regard bienveillant envers toi, ça nous rend tellement beau. C'est un peu ça avec eux. C'est horrible. Dans le fond, c'est horrible en fait. Ouais. Je voulais revenir à Jean-Luc Mélenchon parce que, mine de rien, il incarne quand même la gauche politique française aujourd'hui, à mon grand désespoir. Ah Jean-Luc oui. Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui a défendu le fait qu'on puisse critiquer le voile, que le voile n'était pas quelque chose de souhaitable dans la société française. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui parlait, qui expliquait sur les plateaux l'universalisme avec sa verve qu'on lui connaît bien. C'est quelqu'un qui expliquait les grands principes républicains. Comment est-ce que ce Mélenchon-là a pu devenir aussi communautariste, aussi relativiste qu'est-ce qui lui arrive en fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ce virage? Enfin, beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens ont cru en lui à une époque où il nous parlait des grands principes républicains. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour en être aujourd'hui à favoriser le communautarisme, à nous parler de changement de société? Il le dit pas, mais c'est clairement une rupture anthropologique qu'il nous propose. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, je crois que, on a prêté à Jean-Luc Mélenchon une dimension morale qu'il n'avait jamais eue. La seule et première cause de Jean-Luc Mélenchon, c'est la prise de pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Et pour la plupart des observateurs politiques, tout cela est lié au fait que cet homme a réellement cru qu'on lui avait volé l'élection présidentielle. Il s'est vraiment vu président. Ouais, Et quand il vous fait l'histoire en disant il m'a manqué 400 000 voix pour être au deuxième tour, et si j'avais été au deuxième tour, je l'aurais remporté, cette histoire des 400 000 voix, elle l'obsède. Pour lui, ouais. presque, on lui a volé son destin. Et quand il est allé regarder comment il pouvait récupérer ces 400 000 voix, le problème des gens très intelligents, c'est leur profonde connerie.
C'est-à-dire qu'ils vont focaliser sur les 400 000 voix en oubliant qu'il faut 400 000 voix en plus si vous conservez celles que vous avez. Ouais. Or, celles que vous avez ne sont pas forcément venues là sur un discours islamiste. Elles croient peut-être vraiment que vous êtes de gauche. Hmm. Et l'erreur de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, il est focalisé sur ces 400 000 voix. Il ne se pose pas la question de savoir si du coup, sur son socle, il n'est pas en train d'en perdre énormément plus. Donc sur cette histoire de destin volé, il a décidé que les 400 000 voix qui les manquaient, le seul moyen de les récupérer, c'était dans le vote musulman. C'était ce qu'il y avait de plus rapide et de plus facile. Pourquoi? Parce que comme dans le même temps, vous avez un processus de réislamisation, il suffit de vous allier avec les islamistes pour pouvoir voir retomber dans votre escarcelle un vote communautaire sur lequel vous avez simplement, au départ, pense-t-il, trois, quatre ballons à lâcher. Autrement dit, Free Palestine. Et puis ça devrait marcher. Ouais. Sauf que il passe un deal avec des gens qui ont une vision très claire de la société qu'ils veulent construire et des obstacles pour la construire. Ouais. La société qu'ils veulent construire, bon, c'est l'État islamique. Chez Daesh, ce qu'on a vu à Raqqa, c'est parfaitement compatible avec une réislamisation. L'Iran, c'est un État islamique parfait, l'Afghanistan aussi. Bon, vous doutez bien que vous n'allez pas faire voter des Français en leur expliquant que votre projet de société, c'est Raqqa. Ça leur fait un peu peur, et même les musulmans, ils sont moyennement enthousiastes, on va dire. Donc, vous allez plutôt les focaliser sur qui est votre ennemi. Et ça tombe bien, qui est votre ennemi vous permet vraiment de faire ce lien entre gauchistes alors vous allez me dire, mais à terme, les intérêts ne sont pas forcément compatibles, parce que là, on est vraiment dans l'idéologie Terra Nova qui dit, aujourd'hui, on se fout de l'intérêt général. Si la gauche veut gagner, il faut qu'elle réussisse à agréger l'électorat féminin, l'électorat musulman, l'électorat homosexuel. Grosso modo, vous vous dites, ouais, bah alors là, il y a quand même, il y a quelques petites incompatibilités, on s'en fout. Votre ennemi est commun, c'est le patriarcat et le méchant capitalisme. Allez hop. Et puis ensuite, comme il y en a qu'un groupe qui a vraiment des neurones, et quand je dis qu'il y a des neurones, c'est-à-dire qu'il y a une représentation du pouvoir, de la prise de pouvoir, les autres sont dans la difficulté à être, ce qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance. Pas le dernier groupe, le groupe islamisé, parce que ce ne sont pas les musulmans, tous les musulmans ne sont pas réislamisés, ne sont pas islamistes. Mais le groupe, en fait, qui a été réislamisé, lui, il veut pas de la reconnaissance, il veut le pouvoir. Hmm. Et pour le prendre, il est prêt à le prendre en étant minoritaire, parce qu'il sait que ça marche. Les islamistes ont toujours fonctionné comme ça. Mais ça tombe bien, les gauchistes aussi. Comment les communistes prennent-ils le pouvoir? Au départ, il y a une alliance entre bolcheviks et mencheviks. Que font les bolcheviks? Ils butent les mencheviks une fois qu'ils ont le pouvoir. Donc, quand on est dans la course au pouvoir, on s'en fout que finalement les groupes que l'on agrège soient incompatibles entre eux, parce que de toute façon, dès le départ, il est prévu qu'on jette les homosexuels du haut des immeubles, que les femmes, elles retournent à leur place, qu'elles écartent les jambes dans le lit et dans la cuisine, parce que c'est leur rôle, et que leur rôle dans la bataille qui s'annonce est un rôle de ventre. Elles sont là pour faire grossir les troupes en emmenant les enfants. Et à la fin, le seul groupe qui doit s'en sortir, le mal islamiste, bah, il sait très bien qu'il va y arriver. Parce que c'est lui qui a à la fois la vision de la prise de pouvoir, de la société à construire, et il est aidé par les fondamentaux culturels des populations auxquelles il s'adresse. Par exemple, le fait de refuser l'égalité aux femmes, de leur refuser même l'accès à la citoyenneté, ne pose pas de problème à un musulman, puisque dans les pays musulmans, l'accès à la citoyenneté des femmes n'est pas complet. Donc l'infériorisation de la femme ne pose pas de problème, il existe déjà. La différence de statut, la différence juridique, elle existe dans tous les pays du Maghreb. Donc ça ne va pas choquer cette population-là. Alors à côté de ça, pour certains, ils le voient comme un recul parce qu'ils sont allés vers l'Occident, parce qu'ils voulaient conquérir ces libertés-là.
Et il y a des gens qui refusent la réislamisation, qui sont bons debout. Et c'est souvent ceux, je pense au Boualem Sansal, je pense au Kamel Daoud, et à tous ceux qu'on ne connaît pas qui sont dans nos entourages, parce qu'ils ne sont pas écrivains, ils ne sont pas... Mais moi, j'ai autour de moi des femmes, des hommes algériens, marocains. Je pense à mes discussions avec ma copine Naïma M. Fadel, voilà, Sabrina Medjber, mais d'autres inconnus, voilà et qui vous disent, mais enfin, vous êtes complètement tarés, vous avez vu ce qui s'est passé, notamment en Algérie. Ces gens-là, ils sont accrochés à la sonnette d'alarme. C'est comment vous pouvez être aussi bêtes? Mais c'est ceux-là qui vous envoient les vidéos traduites en disant, mais en fait, voilà ce qu'il dit, comment tu peux laisser passer ça? Il y a tous ces gens-là qui sont mobilisés, qui sont aujourd'hui, on va dire, dans la communauté musulmane, c'est à 50-50. Une partie a basculé chez les islamistes, l'autre essaie de résister, mais quand même, quand vous avez 50% d'une population qui a basculé chez des extrémistes, il y a de quoi s'inquiéter. Donc aujourd'hui, c'est pas une infime minorité qui a basculé chez les islamistes et c'est pas non plus la totalité. Donc, par respect pour les 50% qui sont en train de se battre et d'en prendre plein la gueule et qui sont invisibilisés, il faut rappeler qu'ils existent, mais pour alerter quand même les politiques qui sont en train de nier la violence de ce qui est en train de monter, il faut rappeler aussi qu'en partie, des totalement islamisés et dangereux, il y en a aussi, et que ces gens-là, oui, ils sont dans une logique de prise de pouvoir. La question du grand remplacement, elle est démographique. Elle est en cours, mais on n'en est pas là et les choses peuvent changer parce que l'idée du grand remplacement, c'est aussi l'idée qu'on va pas pouvoir réussir à faire société ensemble. Mais moi, je me moque qu'une personne soit originaire d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, à partir du moment où elle va partager la même vision de la société. Hmm. Voilà, je j'ai pas de problème Mon problème, c'est pas le lien avec l'ethnique, c'est le lien avec le culturel et je ne veux pas que l'on régresse, que l'on pourchasse les gens à cause de leur sexualité, qu'on ne puisse pas être égaux entre hommes et femmes, que mes libertés publiques soient rognées. Voilà ma bataille. D'accord. Du coup, tout ce dont on parle depuis le début de l'entretien, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Il est difficile, en fait, de penser que les grands intellectuels de gauche ou même les pontes politiques de gauche ne voient pas tous ces voyants au rouge. Vous nous avez expliqué que certains étaient dans le clientélisme, que certains, Mélenchon et ceux qui sont autour, cherchent le pouvoir à tout prix. Mais parmi tous ces gens à gauche, intellectuels ou politiques, encore une fois, et même à droite, hein, mais c'est vrai que moi, je suis aussi de gauche, donc c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je me sens trahi, j'imagine comme vous. Oui. Et je me dis comment ces gens, en fait, peuvent-ils encore garder le silence? Est-ce qu'ils sont dans le déni? Est-ce qu'ils peinent à comprendre ce qu'il se passe? Est-ce qu'ils se disent, bah, finalement, on pourra plus rien faire, donc autant accepter l'inéluctable? Ou est-ce qu'ils sont lâches, tout simplement? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le plus difficile pour l'être humain, c'est de prendre sa perte. D'ailleurs, très souvent, quand vous faisez un acte de courage, vous n'avez pas forcément idée des conséquences derrière. Je pense que vous l'avez vécu d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'ai vécu en tout cas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rompu avec le Parti socialiste, je me suis retrouvée sans travail, sans revenu, avec un entourage, on va dire, amical ou en tout cas qui avait disparu en partie, avec des gens qui naguère sont vos amis qui vous traitent de tous les noms. Voilà, c'est très, très déstabilisant. Mais moi, j'ai pu me le permettre parce que j'étais en couple, parce que l'autre l'a accepté et parce qu'il avait les moyens, pas de compenser, mais en tout cas, on pouvait réorganiser notre vie et faire face financièrement. Mais il y a des gens, imaginez un couple, les deux sont dans la politique, élus du Parti socialiste, s'ils l'ouvrent, ils se font virer, ils perdent tout. Pour peu qu'ils aient vécu de la politique toute leur vie, qu'ils aient 50 ans, vous croyez qu'ils sont réemployables? Non. Vous allez mettre votre famille dans une situation d'impasse euh, compliquée, quand bien même c'est au nom de belles idées. Et sachant que ça veut dire aussi que vous allez vivre une vie de souffrance, donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous achetez le déni, parce que sinon vous ne tenez pas psychologiquement.
Vous finissez, il y a un moment donné où dans la tête ça se rompt. Donc vous êtes obligé d'acheter ce déni. Il y a cette partie-là et qui parle en fait de l'absence de statut des politiques et du fait qu'une fois que vous êtes dans la nasse, moi j'ai payé 4 ans d'ostracisation et dont 3 sans revenu. Mm. Il y a un moment où j'ai cru que j'allais vraiment craquer, parce que pour moi, c'était une humiliation totale. Et en plus, en prenant plein la gueule, en faisant traiter de raciste, de fasciste, de... Voilà, si j'avais pas eu une famille aussi aimante, et que ce soit du côté de mes parents comme du côté de mon conjoint, j'aurais jamais tenu. J'ai pu tenir parce que j'étais pas seule. Mais parfois, quand vous voyez certaines situations, c'est très très compliqué. Ça, c'est la première chose. Imaginez, moi, il a déjà fallu que je revienne sur quasiment plus de 15 ans d'engagement. Et vous vous interrogez en vous disant, mais pendant 15 ans, j'ai fait quoi? De la merde, je me suis menti à moi-même, mais quel est le... qu'est-ce que je suis au terme de ces 15 ans-là? Bon, bah, il faut aussi encaisser ce type de questionnement. Parfois, on est dans un état psychologique, on ne peut pas les encaisser. Donc voilà, le problème, c'est que ça devient existentiel parce que c'est vos engagements, c'est ce que vous êtes, c'est souvent quelque chose qui vous a formé, qui vous a construit aussi. Ces ruptures-là sont très difficiles. Je pense à des gens que j'aime énormément, qui ont 80 ans. Euh, il m'arrive de dire, et alors j'ai pas de mal si c'est quelqu'un qui a mon âge, je lui dis aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, aux militants socialistes, droit dans les yeux, je leur dis, vous êtes des salauds, Mm. vous êtes des ordures. Vous savez pourquoi? Parce que vous cautionnez, vous avez fait en sorte que l'antisémitisme ne soit plus une ligne rouge dans notre pays. Vous avez fait en sorte qu'on puisse utiliser la haine des Juifs comme un levier de mobilisation politique. Et face à celui qui n'a fait ça, qui n'est pas un nazi, qui n'est pas un fasciste, qui n'est pas le RN, qui est Jean-Luc Mélenchon et LFI, vous n'avez pas mis une barrière, vous vous êtes allié à eux. Pire, vous avez demandé aux gens de voter pour ceux qui faisaient de l'antisémitisme un levier politique contre des gens que vous traitiez de fascistes et qui pourtant, même s'ils ont une histoire lourde, je connais l'histoire de l'extrême droite, et qui pourtant, malgré cette histoire lourde, n'ont pas, à cette occasion-là, utilisé l'antisémitisme comme levier électoral. Voilà. Si vous avez cautionné ça, vous continuez à le cautionner parce qu'aujourd'hui, ce qu'Olivier Faure a dit, et vous le savez très bien, c'est qu'à la fin, vous allez vous rallier avec eux parce que tout simplement, ceux qui gardent votre électorat aujourd'hui, c'est LFI et que comme vous n'avez aucune vision du monde autre que la leur, eh bien, vous allez remarcher sur leur plate-bande et vous allez nous ressortir la Palestine et vous allez nous ressortir le combat antiraciste et toutes ces conneries-là et vous allez finir par promouvoir l'antisémitisme, la haine de l'autre, tout en nous expliquant que c'est vous les grands moralistes. Donc oui, je leur dis qu'ils sont des salauds, je leur dis qu'ils n'ont aucune excuse et je leur dis que c'est pas parce que pendant 20 ans ils ont voté socialiste qu'ils doivent continuer. Et je leur dis surtout que vous ne craignez rien en arrêtant de voter. Si peut-être de vous déjuger, mais vous vous prenez pour qui? Et ça, je le pense vraiment. Et après, je vois des gens que j'adore, qui sont des vieux militants socialistes, qui ont aujourd'hui 85, 86 ans, qui eux se sont battus en fait dans les années 80, qui sont des vieux socialistes. Ils ne comprennent pas exactement ce qui était en train de se passer. Ils ont du mal à rompre avec leur fidélité de jeunesse. Et je sais qu'à eux, je leur pardonne tout. Qu'aux gens que j'aime, je leur pardonne tout, même leurs erreurs. Mais dans l'absolu, je crois qu'il est temps de dire Mm. aux militants socialistes et aux sympathisants socialistes, aujourd'hui, vous cautionnez l'antisémitisme et vous cautionnez le fait que l'utilisation de l'antisémitisme comme levier politique est devenue légitime. Et c'est vous qui l'avez rendu légitime. Si vous êtes capable de vivre avec ça, alors c'est que vous êtes des salauds. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec ça, il faut rompre, il faut le dénoncer. Parce que c'est seulement si la gauche prend sa perte et se reconstruit qu'il y aura une issue. Si aujourd'hui vous continuez là-dedans, vous ne reviendrez plus. Et je Bien. crains qu'aujourd'hui, la gauche soit perdue. Moi, personnellement, euh, je dirais, y compris à quelqu'un qui me dirait, mais je suis de gauche, tu veux quand même pas que je vote à droite? Je dis si. En fait, aujourd'hui, les seuls qui peuvent peut-être euh, encore tracer un chemin, c'est la droite.
Effectivement, vous avez anticipé une de mes questions où je vous demandais, j'essayais de terminer parce qu'on arrive tranquillement à la fin de l'entretien, d'avoir un petit côté un peu positif. Finalement, est-ce que il est possible qu'il y ait une reconstruction de la gauche sur des principes émancipatoires et républicains comme on l'a connu avant? Est-ce que vous sentez quelque part chez les jeunes, est-ce qu'il y a des prémices de cela ou pas du tout? Pas à gauche. Et je pense Ah, qu'aujourd'hui, il y a pas de ferment très positif à gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le pays. ouais, Euh, C'est-à-dire qu'on voit une société qu'on voit extrêmement fracturée parce qu'on la voit par le prisme de médias qui tronquent la réalité. On a un vrai problème aussi, il faudra qu'un jour on discuter sur la façon dont les médias retranscrivent le réel. Mais quand on regarde un certain nombre de statistiques, quand on interroge les Français, on se rend compte que le pays est beaucoup plus regroupé. Le pays existe encore. La France existe encore, elle n'existe plus en politique, elle n'existe plus dans les médias, elle existe dans ses profondeurs. Et on le voit, c'est-à-dire que lorsque vous interrogez des Français sur des sujets très importants, ils sont autour de 70, 75, 80%, ils ont fait leur choix. Aujourd'hui, l'opinion publique est beaucoup plus ramassée que l'on ne la présente. En fait, c'est que les minorités sont extrêmement agressives, mais la majorité, elle existe encore. Cette majorité, elle n'est pas cinglée. Cette majorité, elle est attachée aux fondamentaux de notre contrat social. Cette majorité-là, elle n'est pas raciste, même si elle a peur de l'islamisme. Euh, Elle n'est pas euh, raciste, même si elle veut recontrôler l'immigration. Cette France-là, elle existe encore, et je pense qu'à la fin, c'est elle qui gagnera. Simplement, aujourd'hui, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que cette France qui existe n'arrive pas à s'exprimer politiquement parce qu'elle ne vote plus et parce qu'elle n'est plus représentée par les partis. La gauche ne représente plus une aspiration à la justice sociale. Et de l'autre côté, vous avez une droite qui commence à se réveiller, mais qui a encore du mal à être claire, parce que ce que l'on n'a pas dit quand même, c'est qu'à un moment donné, la bataille culturelle de la gauche a été gagnée à droite. C'est-à-dire que moi, j'ai eu fait des formations à l'intérieur de l'UMP dans lequel vous aviez des gens qui utilisaient le même discours que la gauche à l'égard des banlieues, le discours sur le racisme, etc. Et si vous prenez quelqu'un comme Bruno Bechiza, par exemple, à Aulnay, il a les mêmes pratiques clientélistes que celles que j'ai pu constater à gauche. Donc le clientélisme, c'est une maladie qui se transmet. La droite l'a attrapé aussi. Et pour un Bruno Retailleau qui a des discours clairs, vous avez quand même un Édouard Philippe qui a mis très longtemps à se rendre compte que Médine était islamiste et qu'il finançait des associations fréristes qu'il continue d'ailleurs de financer. d'accord. Écoutez, pour terminer notre entretien, puisqu'on est quand même sur une chaîne qui parle essentiellement de livres et qui essaye de redonner aux gens l'envie de lire, puisque comme je l'ai dit, les livres à moi m'ont apporté beaucoup. Bien Quel sacrée livre, bibliothèque, hein. J'adore. merci. Mais du coup, quel livre vous conseilleriez justement aux gens qui sont un petit peu perdus par ce qu'il se passe dans la société et qui ne comprennent pas forcément tous les sujets qu'on vient d'aborder dans cet entretien? Est-ce que vous avez des livres à leur conseiller, y compris les vôtres, parce que vous êtes essayiste? Et même si j'ai pas eu le plaisir de vous lire encore, ça sera réparé rapidement. Mais au vu de l'échange que l'on a eu, je pense que vous avez des livres qui sont intéressants. Est-ce que vous pourriez nous orienter un petit peu là-dessus? Oui, alors, moi j'ai écrit deux livres. Le premier qui s'appelle Silence coupable et qui raconte vraiment la mécanique clientéliste, que ce soit à l'intérieur des partis ou dans les syndicats, parce qu'il y a aussi la question du syndicalisme et du monde du travail dans cette optique-là. Et un autre qui s'appelle Les biens essentiels. Et justement, on rejoint là votre question civilisationnelle qui était de dire les biens essentiels, c'est pas le PQ et les pâtes. C'est aussi un rapport à quelque chose qui n'est pas concret. C'est notre rapport civilisationnel. Donc, on retombait sur, voilà, sur ce que vous racontiez. Après, moi, les livres qui m'ont le plus marqué, je recommande de lire David Vallat.
Moi, son livre m'a vraiment, on en discutait en début, il m'a vraiment marqué. Je vous recommanderais Michael Prazan sur les frères musulmans pour avoir une vision extrêmement large. Je vous recommanderais aussi forcément le livre de Florence Bergeau-Blaclair, qui est très Numéro dessus, ouais. intéressant. Vous avez tous les témoignages. S'il y a quelqu'un, par exemple, sur le voile, il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Et là, mince, vous savez qui est... il a été membre de Ni Pute ni Soumise, il est de Grenoble. Naïm Bestanji. Oui, ok. Il est, oui, vraiment très, très bien parce il a une finesse d'analyse. Il décortique très, très bien cette question. Je regardais derrière moi, il y avait un bouquin que je vous aurais bien montré, mais j'ai dû le ranger, mince, qui s'appelle Dans l'antre de la bête et qui raconte, en fait, il est très intéressant, il vous raconte la montée du nazisme à travers l'œil de l'ambassadeur américain qui a envoyé en 34, en 33 ou en 34, je ne sais plus, en Allemagne, qui est Sauf que lui, c'est un littéraire. Il est amoureux de l'Allemagne de Goethe. Il va se retrouver en pleine Allemagne nazie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, il est dans le déni. Et on lui rapporte de plus en plus de juifs qui se font agresser. Puis après, ce sont des Américains qui se font agresser. Et à chaque fois, il explique que oui, mais en fait, ils n'avaient pas compris. Oui, mais il y a des codes sociaux qu'ils n'ont pas respectés. Oui, mais jusqu'au moment où il arrête de fermer les yeux. Et au moment où il ouvre les yeux, il se fait virer. Ouais. Et ce livre est très intéressant parce que vous voyez à travers les dépêches diplomatiques, parce que forcément, quand un Américain se fait agresser, il va aller porter plainte au consulat et on va trouver des traces de ces histoires-là. Et vous allez voir la position à ce moment-là de l'ambassadeur. Et c'est extrêmement concret, mais ça a été repris par un historien qui l'a romancé, donc il n'est pas difficile de rentrer dans le livre. En revanche, ça vous montre de façon très crue les processus de déni et comment en fait on ouvre les yeux que quand on est déjà allé trop loin. Qu'en fait, oui, l'être humain touche le fond de la piscine avant de remonter. Il faut croire que l'idée de remonter à mi-chemin ne lui vient pas. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces judicieux conseils. Une dernière petite question avant de se quitter. Si vous deviez résumer votre combat d'aujourd'hui en une phrase ou en quelques mots ou même en, voilà, ce que vous avez besoin, mais comment vous résumeriez aujourd'hui le combat que vous menez? Il y a une phrase de De Gaulle, mais le problème c'est que elle me revient pas comme il l'a dit, qui Ouais. dit que dans le fond, on ne laisse derrière soi enfin, on sème derrière soi que les enfants et ce qu'on leur a transmis. Et je trouve ça très très beau. En fait. euh, j'ai une belle idée de l'homme, je suis une humaniste avant tout, et je trouve que nos sociétés, au-delà de tous leurs défauts, ont réalisé quelque part ce qu'il y avait de plus beau à réaliser en matière de société humaine, en essayant de donner à la fois un maximum de liberté individuelle dans un cadre commun qui était un cadre solidaire de reconnaissance de l'autre. Le wokisme, en fait, l'idéal de pureté délirante m'apparaît aussi mortifère que l'islamisme dans ce cadre-là. Et le seul regret que j'ai, c'est que je me dis oui, détruire ce qui n'est pas parfait pour aller vers le pire, parce que on est humain, donc nos systèmes sont forcément imparfaits. Je trouve que c'est la pire chose à faire à des êtres humains. Ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est que la radicalité coûte cher et que l'aspiration à la pureté amène toujours au sang. Et qu'on ne le dit pas assez aux enfants et qu'aujourd'hui, se coucher devant ces hystériques woke, c'est ne pas rendre service à nous-mêmes, à notre avenir et à eux-mêmes, parce qu'en fait, leur délire de pureté, vous savez, l'eau pure, c'est l'eau dans laquelle on a tout tué. L'eau pure, c'est l'eau morte. Et ça, il serait temps de le dire aux enfants et de leur dire, euh, par exemple, dans la logique islamiste, et j'en terminerai là, je vous invite à lire comment les islamistes parlent de la démocratie. Ils vous disent, la démocratie est une belle promesse, mais comme elle est impossible à réaliser, c'est un leurre, et c'est un leurre qui vous amène à oublier Dieu.
C'est ça. Voilà quelle est la construction. Alors qu'en fait, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est que même si, par exemple, en France, l'égalité homme-femme n'est pas parfaite, on peut toujours aller sur les différences salariales. Sauf que la condition de la femme, dans un monde où l'égalité homme-femme est revendiquée, et la condition de la femme, dans un monde où l'égalité lui est refusée, n'a rien à voir. Mesdames, vous préférez vivre en France ou en Afghanistan ou en Iran? La réponse, elle est évidente. Eh bien, elle se niche là. Si, parce que vos sociétés sont imparfaites, vous tuez la démocratie, vous tuez l'égalité, vous tuez les libertés publiques, eh bien, en fait, vous allez mériter les sociétés pourries que vous êtes en train de construire et dans lesquelles vous chialerez une fois qu'elles seront là. Donc, il est temps aujourd'hui d'arrêter de ne vouloir heurter personne et de mettre les gens en face de leur miroir comme moi, je mets les militants de gauche en face de leur miroir en leur disant aujourd'hui, en votant à gauche, c'est vous qui soutenez le fascisme. Et vous avez tous les moyens de le voir. Eh bien, écoutez, merci pour cette fameuse conclusion. Merci Céline Pina, pardon, pour votre C'est pas grave. disponibilité. Merci beaucoup pour toutes les lumières que vous nous avez apportées tout au long de cet entretien. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous dis à très bientôt. Et un jour, j'espère qu'on pourra avoir un entretien sur votre parcours. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je sens qu'en tout cas, qu'il y a des choses que vous avez dû vivre encore plus violemment et plus difficilement que ce que j'ai vécu. Et à mon avis, ça serait intéressant. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Vous interrogerez quand je créerai ma chaîne YouTube. Avec plaisir. Au revoir Merci Cyril, beaucoup. merci. Excellente fin de journée.